bienvenue pour ce... Et je dis toujours « et » avant bienvenue. Et à chaque fois, je le coupe sur Final Cut. Alors, je vais recommencer. J'étais pas prêt. Non, je vais pas recommencer. Je vais laisser ça et puis ça sera comme ça, puis c'est tout. Alors, bienvenue pour ce 23.2. Enfin, ce 23.2. Le 23.2, c'était hier soir. Et nous, on est là pour vous donner des conseils. Et il est 7h30 du mat. Bon, déjà, j'aimerais remercier toutes les personnes sur cet appel de nous avoir fait grâce de leur présence pour nous donner tous ces conseils. Mims, merci. De rien. Tip, merci à toi. Avec plaisir. Will, merci à toi. De rien, avec plaisir. Et d'ailleurs, Will, ça fait combien de temps que tu prépares Wiz CrossFit à faire le 23.2 ? Parce que j'ai l'impression que tu fais des shuttle runs tous les jours là-bas. Et voilà, ça va être la box la plus fit du 23.2, ça c'est sûr. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête ? Et toi, tu dis ça parce que vous voyez aussi la prog Wiz Engine. Donc, c'est sûr que si tu prends la prog Wiz Athlete, qui est celle de CrossFit, et Wiz Engine, bah, automatiquement, tu as beaucoup de fois du shuttle run. Le shuttle run, il y en a beaucoup dans la prog Engine parce que je trouve ça super intéressant au niveau pour simplement bosser ton moteur, ton engine, c'est pour ça que ça veut dire. Et c'est un mouvement, franchement, qui est très intéressant, qui est en plus pratique parce qu'il y en a qui n'ont pas forcément des fois la possibilité des fois de courir sur 400 mètres ou 800 mètres, des tours de zone ou même une piste d'athlée. Donc c'est intéressant, ça permet de le coupler avec des machines, tout ce qui est air, grammeur, ski erg, eco-bike. Et en plus de ça, le shuttle run, comme je disais hier à Tib, ça pump vachement les jambes. Donc ces espèces de reprises d'appui à chaque fois, ça vient te faire gonfler les jambes et te donner cette sensation d'un sprint à l'éco-bike, et c'est super intéressant de la travailler. Et en plus de ça, c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié, y compris lorsque je faisais du rugby. Donc quand je faisais du rugby, on en faisait beaucoup. Bon, c'était pas des shuttle runs de 7,50 m, mais des fois c'était pareil sur des distances qui augmentaient. Donc c'est super intéressant. Et si la personne qui en a pas fait depuis l'an dernier, après que c'est soit tombé dans les quarts de finale, bah simplement que c'était pas très intelligent de sa part, étant donné qu'en plus de ça, sur CrossFit.com, les shuttle runs, ils tombent quand même assez fréquemment. Ouais, et d'ailleurs, Eli le disait hier avec Mims sur le live, c'est vrai que si vous avez suivi ou au moins regardé CrossFit.com, en vrai, on dit la même chose chaque année, mais si vous avez à peu près suivi la prog, vous allez voir que la manière dont sont programmés les tests de l'Open ressemble fortement quand même à ce que CrossFit.com propose tout au long de l'année. Mais les shuttle run, c'est intéressant. Je sais pas, Mims, t'en faisais toi en athlée ? Non, pas du tout. Ouais, parce que ça n'a rien à voir, quoi. C'est Ouais. au basket. Au basket, ils en font C'est beaucoup, les suicides. Mais c'est des shuttle runs, mais c'est avec. Tu as trois distances différentes, ils en font beaucoup, beaucoup. Et Ouais. c'est quand même super intéressant, je trouve. En athlée, on n'a pas cette opportunité puisqu'on court tout droit. Et... On pourrait peut-être changer ça. Il faudrait faire 50 mètres aller, 50 mètres retour pour voir. et puis on a 400 C'est mètres de intéressant. piste. Mais moi, je trouve intéressant l'action que ça a justement sur les fléchisseurs, le haut et le bas du corps en même temps. Et en vrai, c'est super taxant. La dernière fois, j'avais fait un WOD, c'était avec toi et Amélie. On avait fait rameur, shuttle run, et il y avait ça que... Ouais, c'était des fenêtres comme ça de temps. Et en vrai, le fait d'avoir le rameur à chaque fois avec les shuttle run, c'était atroce, quoi. Et tu te dis, c'est super intéressant en termes d'interférence, en tout cas. Le problème des shuttles, c'est que les gens, ils mettent souvent l'effort sur la course du milieu, mais pas sur la reprise d'appui. Et si tu fais ça, ta rythme cardiaque il peut monter vraiment très vite, très haut, et ça peut t'handicaper. Alors que si tu mets l'effort sur une reprise d'appui rapide, et une reprise d'appui rapide, ça passe par déjà essayer d'adapter la distance de pas que tu fais pour arriver au bon endroit avec ton pas. Par exemple, moi je sais qu'à un certain rythme, c'est toujours le pied gauche qui est derrière la ligne, et je repars sur mon pied gauche. À un autre certain rythme un peu plus élevé, c'est pied gauche, pied droit en alterné parce que j'augmente. Et là, quand je vais en sprint, je sais que c'est tout le temps le pied gauche et avec deux pas de moins. Et c'est important aussi, comme je le disais, d'orienter tes épaules pour pouvoir avoir cette reprise d'appui rapide, parce que les gens veulent gagner du temps au milieu, mais gagner du temps sur les 5-6 mètres que tu as au milieu, ça sert à rien. C'est dur, c'est impossible. Alors que gagner du temps sur ta reprise d'appui juste en augmentant l'efficience technique, c'est énorme ce que tu peux gagner. Et même on l'a vu à la fin hier dans votre live, au début c'était très efficace la reprise d'appui, et à la fin ça marquait un temps d'arrêt. Bon, ce qui est normal parce qu'au bout d'un moment tu avais les burpees pull-up qui venaient impacter, mais c'était plus aussi efficace qu'au début. Et ce qui est normal, mais tout le monde va être pareil. C'est juste que nous, le commun des mortels, on va dire, excepté Roman, et au bout d'un moment les shuttles, tu t'es impacté fort, donc tu peux plus être efficace comme ça sur ta reprise d'appui. Type, t'envoyais toi à l'époque quand tu étais avec les équipes Ouais, pareil. Au judo, on en faisait pas mal. Après, au rugby, on en faisait beaucoup.
Et après, moi, je bossais avec le handball, donc ils font que ça en fait. Ils font que des allers-retours sur un terrain. Donc ils faisaient des lucs légers en permanence pour aller tester un peu leur résistance. Et puis ouais, c'était un travail qu'eux faisaient beaucoup. Et que depuis les quarts de finale l'année dernière, soit en regardant Wiz Training, soit nous directement au bureau, on l'a programmé, je sais pas, je dirais une quinzaine de fois, tu vois, cette année-là. Et franchement, on se régale. Nous c'est aussi parce qu'on n'a pas trop la place et qu'on n'a pas de matos, on n'a pas de rameur, on n'a pas tout ça ici. Donc du coup, ça permet de te faire monter les jambes, monter le cardio. Et on a déjà fait des petits workouts avec shuttle run ascendant et thruster ascendant. Et en général, t'as les jambes qui disent au revoir à la moitié du workout. Donc franchement, j'ai vraiment hâte de l'essayer pour voir ce que ça va donner et exploser en plein milieu comme un gros popcorn. On va montrer le WOD pour tout le monde là, mais j'ai vraiment l'impression que ce WOD, il y a quand même une grosse composante neurologique, entre guillemets, où genre pour les burpee pull-up, faut être bien coordonné, et pour les shuttle run, il faut être bien coordonné, quoi. Et c'est marrant parce qu'on a l'impression que ce sont des mouvements simples, mais en réalité, c'est vraiment des mouvements qu'il faut bien incorporer dans le cerveau, parce que pendant 15 minutes, si tu fais n'importe quoi, tu n'es pas très efficient, quoi. Prends le nombre de répétitions et tu regardes, tu te dis si tu perds ne serait-ce que 2 dixièmes par répétition, fois le nombre de répétitions, à la fin, là on parle de minutes quoi, que tu peux gagner juste sur des efficiences toutes bêtes comme tu disais. Donc c'est pour ça que c'est important des fois de perdre peut-être un peu de skills au début, pas forcément s'échauffer pour le cardio pendant 3 heures comme certains peuvent faire, mais simplement comme tu l'as dit, travailler un peu l'efficience, l'enchaînement, tout ce qui est au niveau de gagner, sauver le maximum d'énergie en gagnant le maximum de temps, et ça peut vraiment faire la différence encore une fois sur ce type de workout pendant 15 minutes où tu fais le lapin en aller-retour. Et en vrai, même le thruster, quoi, hein, si tu as bien conservé ta technique sur les 2 premiers mouvements et tu t'es bien échauffé pour le thruster, vu comment il impacte, si tu as la bonne technique, tu vas pouvoir clairement maximiser la charge que tu pourras mettre, quoi. Ouais. Alors attends, je vais d'abord montrer le WOD à tout le monde parce que je suis pas sûr que tout le monde l'ait vu forcément. Mais le 23.2, si vous allez sur games.crossfit.com, parce qu'il y a plein de gens qui nous demandent ça, comment trouver le WOD, comment trouver les feuilles de score. Vous allez sur saison des games, oui le site est nouveau, il est tout neuf, il faut s'y familiariser. Vous allez sur Open et là vous avez un petit bouton Workout. Vous allez là, hop, et ici vous avez tous les WOD du 23.2. Vous pouvez même remonter dans le temps jusqu'à 2011. Et oui, l'Open a commencé en 2011. Et le 23.2, vous choisissez votre catégorie, donc par exemple femme ou homme, et ensuite vous allez sur le type, donc RX Scaled ou Fondation, et vous cliquez sur description du WOD et feuille de score. Ou alors vous les avez en dessous pour toutes les catés également. Et quand vous allez là-dessus, surprise, vous avez tout. Mais non, des standards incroyable. Tous les éléments. Exactement. Et donc, quand on lit ça, vous les voyez là sur mon écran? Non, vous les voyez Non, pas? c'est vrai à côté. Ça partage pas la bonne. Alors attendez, on va quand même la partager, l'histoire de faire quelque chose de propre. Mais hop. Sur les standards, c'est assez facile cette année. En gros, tu poses ta poitrine au sol, tu attrapes ta barre, tu mets le menton au-dessus, tu passes ta ligne, tu touches derrière. Le truc à burpee pull-up, c'est repasser les pieds derrière la ligne. C'est ça. Suivant comment tu mets ta barre de pull-up, parce que tout le monde ne pourra pas faire comme la disposition d'hier lors du live. Oui. Par exemple, nous à WIS, on ne pourra pas, donc on est obligé de. En tout cas, je pense pas. Mettre la barre de pull-up dans la partie, on va dire en jaune, alternate pull-up bar position. Et là, t'as plus le problème de la ligne après ta dernière rep, mais encore une fois, c'est des petits détails. Mais quand vous êtes mort, il faut rester lucide et propre sur ses reps. C'est pas parce qu'un athlète qui bouge bien, c'est un athlète qui va vite. Regardez un Froning, un Fraser, c'était peut-être pas les plus rapides au niveau des mouvements, mais c'est ceux qui faisaient le moins de nos reps. Ouais, constant, ouais. Et autre chose, hier on l'a vu, mais on a vu les athlètes se mesurer parce qu'il y a un standard au niveau de la taille de la barre de pull-up. Et donc on voit là sur l'écran, on voit que James Hobart il se trouve sous la barre avec la hanche bien tendue, les genoux bien tendus, et il tend les bras, c'est important de le dire, il tend les bras. Il tend les bras et il a les pouces qui se touchent. Et avec les doigts bien tendus, ses doigts ne doivent en aucun cas toucher la barre. Et ça, je pense que c'est important de le respecter parce que je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va y avoir un nombre de gens qui vont gruger ça en disant « Ouais, mais la barre, la seule que j'ai trouvée, c'est celle-là, et tant pis parce que l'autre à côté, elle est vraiment beaucoup plus haute. » Sachez que tu peux rajouter un mat au sol. Exactement, vous pouvez rajouter des couches s'il faut en dessous jusqu'à arriver au bon endroit. Mais attention, parce que ça, pour moi, c'est hyper important. Je pense que le workout, il se joue aussi là-dessus, sur la taille de la barre. Si vous grattez 5-6 cm, ça va faciliter tout le workout. Donc attention, soyez vigilants en tant que juge ou honneur.
Je pense que ouais, tu as raison, Tib. Il y a vraiment sur Sword, il y a vraiment une préparation à faire. Si vraiment vous souhaitez performer, vous visez vraiment la perf idéale, il faut bien se préparer, il faut bien préparer son matos, il faut prendre ses réflexes par rapport au mouvement. Faut compter un peu dans sa tête aussi, parce que quand tu reviens des shuttle runs et tu repars pour un aller alors que tu as mal écouté ton juge, etc., au lieu de partir au sol pour ton burpee, au bon endroit sous ta barre pour bien optimiser ta première pull-up, eh ben, c'est plein de secondes de perdu. Moi, je me suis amusé à calculer un peu, par exemple, pour Vellner et Krenikov, le nombre de secondes par rep. En gros, sur 15 minutes, vous avez genre 900 secondes. Et ils ont fait un truc entre 160 et 168 reps. Donc, ils commençaient le 6e tour, en gros. Ça fait qu'ils ont fait à peu près entre 5 et 6 secondes par répétition. Donc, Oh. donc pour un aller-retour de shuttle run, ça leur a pris entre 5 et 6 secondes. Et une burpee pull-up, c'était un peu plus rapide. Mais en moyenne, voilà, c'est 5 secondes par rep. Donc, si vous mettez une seconde de plus parce que vous avez juste mal adapté votre matos ou vous êtes mal mis en place et vous multipliez ça, comme dit Willy, par le nombre de reps, ben, ça a une conséquence à la fin qui va être assez grosse, quoi. Donc, Et si vous cette mise faites en place une sera importante. seconde de plus simplement parce que vous respectez le standard, c'est pas grave. C'est simplement une seconde qui est obligatoire dans votre temps. N'essayez pas toujours de vouloir gratter au maximum. C'est parce qu'au bout d'un moment, vous faites ça pendant les Open dans votre box, mais le jour où vous êtes en compétition, bah, ça passera pas. Et souvent, ce qui se passera, c'est que vous comprendrez pas ce qui se passe avec le juge. Ça vous énervera. Vous vous énerverez peut-être avec le juge. Ça vous sortira votre workout et vous ferez une performance qui n'est pas la vôtre. Donc, c'est des fois, comme il dit Julian, optimiser au maximum vos mouvements pour gagner ce temps et ne pas perdre ces précieuses secondes. Mais il y a des fois, il y a du temps qui est incompressible que vous ne pouvez pas gagner. C'est le temps de vos répétitions propres. Et ça, ce temps, vous ne pouvez pas en gagner dessus. Donc, Oui, c'est vrai que la semaine dernière, on a vu pas mal de vidéos avec les gens qui faisaient soit des wall ball no rep, ça a touché border la ligne, mais surtout le plus choquant, je pense, c'était sur les cleans. Les cleans où personne ne remontait les coudes devant pour valider la rep. Or, c'était bien droppait la spécifié et ça dropait la barre avant même d'avoir les coudes devant. Ça, normalement, sur 30 reps, c'est 30 no reps, c'est éliminatoire. Donc, C'est au fou revoir. le clean, on voit tout le temps, on avait vu quand on avait jugé les vidéos du French l'année dernière, il y avait aussi un mouvement de clean. On a appliqué beaucoup de pénalités en tant que juge là-dessus sur les vidéos. Et beaucoup nous ont écrit parce qu'ils ne comprenaient pas ce problème. Parce qu'en fait, quand tu tends les jambes, tes coudes doivent être devant ta barre. Donc c'est tout, c'est en fait le critère. Et personne ne comprenait. Ça, c'est parce que les gens s'entraînent de cette manière dans la boxe. Et donc, il faudrait être rigoureux aussi dans son entraînement et respecter des standards de mouvement simples. Il faut arrêter de faire sauter la barre et puis repartir au sol. En fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est pas parce que ça a marché dans une compétition ou à un moment précis ou dans votre box, vous avez gagné le WOD parce que vous avez fait ça, ou personne vous a vu sur les qualifications du X compétition, que ça va passer quand vous allez arriver, comme dit Will, hein, si vous arrivez au quart de finale ou aux demi-finales où ça commence à être de plus en plus strict, parce que forcément c'est le cas, hein, plus on arrive sur le devant de la scène, plus on a les yeux qui sont rivés sur vous. Autant s'entraîner de la manière où vous êtes prêt à affronter ces standards, parce que le standard, c'est le standard. Et si on n'a pas de standard et pas de règles, le WOD, il ne sert plus à rien, quoi. Je veux dire, si un wall ball, c'est plus sous la parallèle et on touche la cible, c'est quoi, du coup? C'est un quart de squat cible, ça ne veut plus rien dire. Et donc, on compare des carottes et des pommes, quoi. Après, tu vois, genre, il y a aussi, je sais que vous êtes du même avis, mais c'est aussi la responsabilité du juge de communiquer à l'athlète. Et de simplement tenir informé l'athlète, parce que des fois quand tu es athlète, tu sais pas comment tu bouges. En tout cas, tu t'en rends pas forcément compte. C'est pour ça que des fois, c'est bien de se filmer aussi quand tu es à l'entraînement, parce que tu peux te rendre compte de comment tu bouges. Si des fois, en voulant aller trop vite, tu es borderline et que tu es no rep. Et là, le juge, en fait, son rôle, c'est directement de te le dire, quoi. Et pas te le dire en disant attention, ça fait 3 no reps que tu fais. C'est lui mettre les no reps au moment où tu prends les no reps. Et peut-être même avant, pendant l'échauffement, de caler tes reps avec le juge. Moi, je sais que ça, c'est un truc qui m'avait choqué la première fois que je suis arrivé au haut niveau, par exemple au régional ou des trucs comme ça, ou même aux games. C'est que chaque athlète, quand tu arrives sur le floor avant le workout, souvent tu montres une rep à ton juge. Et ça, c'est un réflexe que je prends toujours. Même là-haut d'Appaloosa avec Roman et du coup Jay Crouch, c'est la première chose que je faisais. J'arrivais, je montrais le mouvement, je disais est-ce qu'il est OK pour vous celui-là? Et tu demandes directement à ton juge. Et ton juge, en plus de ça, tu te le mets pas dans la poche, mais il voit que tu es plein de bonnes intentions et que tu n'as pas envie de te prendre des no-reps et que tu as envie d'aller dans ce sens. Mais en plus de ça, toi, ça te permet de valider le mouvement en direct avec ton juge. Et c'est super important. Et ça, vous pouvez le faire également avec votre juge avant les Open. Même si c'est un ami, validez vos reps, demandez-lui est-ce que c'est bon pour toi. Et comme ça, au moins, vous êtes calé. Et comme tu disais, Julian, au moins, tu respectes les standards. Et moi, je suis persuadé.
Pour moi, mon avis, c'est qu'un athlète qui va vite, c'est un athlète qui bouge bien et inversement. Bouger peut-être plus lentement en faisant zéro no rep, ça te fera toujours aller beaucoup plus vite qu'en bougeant vite en faisant plein de no rep. Et donc en plus de ça, un moins gros effort, on va dire. C'est sûr, hein, je veux dire, en plus, la charte mécanique constance intensité, elle n'est pas là pour faire joli. Et on le voit dans les meilleurs athlètes du monde. Si vous regardez, type, toi tu vas pouvoir le dire aussi, toi, avec mon point de vue. Mais si on regarde déjà Froning, est-ce qu'on a déjà vu Froning faire une no-rep en compétition? J'ai jamais vu Froning se prendre une no-rep en 10 ans de compète. Ben Est-ce que Smith, tu l'as déjà la vu même râler chose. sur son juge? Oui, Jamais. Non, mais jamais. il râle après, s'il y a Mais quelque chose qui n'était pas clair, mais jamais sur le floor, jamais dans Froning l'action. Froning et Fraser, je pense qu'ils ont ça en commun, en plus d'être les deux GOAT là. Ils ont ça en commun, c'est qu'ils laissent aucun doute au juge. C'est-à-dire que volontairement, quand ils squattent volontairement un cran en dessous pour être plus bas, pour pas prendre le risque de prendre une no-rep qui va leur coûter en fait beaucoup plus cher. C'est des mecs qui sont aussi super mobiles et donc du coup, pareil, c'est vachement clair quand ils passent la tête à travers ou quand ils ont les pieds sur le toast to bar, ils font volontairement l'effort. Mais c'est clair que j'ai déjà vu Fraser prendre des no-reps, mais sur des workouts, par exemple avec les doubles kettlebell et le rameur qu'on avait vu aux Games, où c'était hyper tricky pour tous les juges. J'ai envoyé des no-reps à tout le monde parce qu'ils voulaient aller tellement vite. Will, tu t'en rappelles de celui-là. Mais sinon, franchement, ils font vraiment, vraiment, vraiment gaffe à tout. Et au final, c'est ça qui fait la différence. Parce que si t'es hyper, hyper dur et que tu prends la vidéo de Vellner du 23.1, il n'y a rien à dire. Littéralement, tu peux rien dire sur aucune rep. Et quand tu regardes certaines vidéos là que j'ai vu passer, où tu peux questionner quasiment la totalité, y compris Lazar Dukic sur le live, qui franchement en live avec quelques reps qui étaient hyper litigieuses, son juge a rien dit, donc c'est pas sa faute. Si son juge lui dit rien, il peut pas savoir, il peut jouer avec la règle en se disant bah apparemment ça passe. Voilà. Si par contre le juge doit être strict là-dessus et lui dire à la première qui est à peu près litigieuse non, lui dire pourquoi et l'autre doit corriger. Après, on n'est pas en train de dire que c'est des perfs de. On n'est pas en train de Du dire tout, hein. bon bah les athlètes qui ont fait des no-reps, vous n'êtes pas censé faire ce type de performance. Bien au contraire, ça prouve que vous avez le fitness pour faire ce type de performance. C'est juste dommage de gâcher cette performance avec le fait de mal bouger. Parce que au contraire, on sait très bien que vous avez le fitness, on sait très bien que les capacités physiques et sûrement mentales, mais c'est dommage parce que encore une fois, comme on le disait. Les meilleurs athlètes du monde, c'est ceux qui bougent le mieux. Et quand on voit les Fraser, Froning et compagnie, je prends eux parce que c'est les deux exemples marquants, mais on peut prendre Vellner ou même Roman. Roman, c'est pas un athlète qui prend beaucoup de no-reps, ou Justin, c'est voire jamais de no-reps. Et ben, c'est des athlètes qui ils sont peut-être pas visuellement les plus rapides à avoir bougé, contrairement à Olsen. Olsen, il aime bien jouer avec la limite, c'est-à-dire qu'il va bouger beaucoup plus vite que les autres, mais ça va être borderline ses reps. À chaque fois. Bon, il l'assume et des fois ça passe, des fois ça lui a causé déjà pas mal de gros soucis. Mais encore une fois, on dit ça ne vous enlève pas le niveau de fitness, on dit juste simplement que bah, c'est dommage parce que il y a des standards et il y a un temps de répétition qui est incompressible et qu'on ne peut pas grappiller, on ne peut pas gratter, on ne peut pas gagner des secondes sur ces répétitions propres et valides. Et il faut simplement l'accepter et peut-être aller plus doucement et gagner du temps ailleurs, quoi. Transition, bref, autre chose. Mais en plus, il y a aussi une notion de long terme, c'est-à-dire que oui, tu peux gratter des secondes, mais forcément, si tu fais le mouvement qui n'est pas efficient ou pas bon, il y a aussi une notion physique ou prépa physique ou ce que tu veux, si tu as un mouvement de mauvaise qualité, ça aura des conséquences. Il y a pas de repas gratuit, hein, en fait, quelle que soit la chose qu'on fait, s'il y a un raccourci ou quelque chose comme ça, il n'y a rien qui est gratuit. Si vous faites quelque chose, il y aura une conséquence. Et donc, si vous faites quelque chose à répétition qui n'est pas dans la logique des choses, par exemple respecter un standard, mais c'est pas juste respecter un standard, c'est aller dans l'amplitude complète d'un mouvement, eh ben vous aurez une déficience dans votre fitness. Et si vous avez une déficience dans votre fitness, vous allez le payer plus tard. Que ça soit sur la mobilité des genoux, que ça soit dans la mobilité, j'en sais rien. Mais vous allez le payer d'une manière ou d'une autre. Donc, il faut juste se dire que vous êtes en train de créer une dette avec quelque chose quand vous faites ce genre de choses. Bien d'accord. Et on n'a même pas décrit le WOD, mais du coup, il y a deux parties dans ce WOD. C'est ça qui est assez intéressant. Et du coup, il y a deux scores. Et il y a plein de gens qui étaient un peu perdus hier sur le live. Ils pensaient que c'était un score, ils pensaient que les kilos, c'était des reps. On va zoomer un petit peu. Du coup, vous avez un WOD qui se fait en 20 minutes avec deux parties, une en 15 minutes et une en 5 minutes. Vous avez un couplet, donc c'est un format assez classique en CrossFit, de 15 minutes, une durée qui est également assez classique. Et on a un mouvement vraiment typique gymnastique, burpee pull-up ici. Et ici, ce qu'on appelle un mouvement monostructurel, qui est de la course à pied, même si pour moi, le shuttle run, c'est limite, c'est entre la gym et du monostructurel, parce que ça commence à changer la course à pied un petit peu. Mais en tout cas, on a un couplet assez classique.
où on ajoute des répétitions à chaque tour complété. Et à la fin des 15 minutes, on va directement dans un test de force où on doit faire un thruster et chercher la charge la plus lourde possible. Est-ce que vous avez des idées de stratégie par rapport au score? Puisque forcément, faire 5 burpee pull-up de plus, ça va rapporter un meilleur score au 23.2A, alors que faire quelques kilos de plus, ça va rapporter plus au 23.2B. Toi, Will, tu penses c'est quoi il faut se focaliser sur quoi à ton avis, sans pour autant sacrifier un truc? Moi, je dirais, je suis jamais partisan de ça. J'aime pas trop les athlètes qui font ça. Ça, c'est un parti pris, hein. Depuis toujours, quand il y a deux scores dans un workout, j'essaie de me donner au maximum sur les deux workouts pour faire le score le plus haut en prenant la moyenne des deux. Mais je suis pas trop fan de. Des fois, je sais qu'il y en a qui le font beaucoup en disant, bon, bah la première partie, je sais que je suis pas faire mon truc, je m'économise et je m'envoie sur la deuxième. Bon, en compétition, quand il y a des prize money, je comprends la logique. Des fois à Dubaï ou quoi, il y en a certains qui l'ont fait. Je comprends la logique, il y a des prize money, il y a de l'argent à gagner. Mais là, sur un workout d'open, je dirais simplement, bah, d'essayer de faire le mieux en prenant le workout dans sa globalité. C'est-à-dire de faire la meilleure performance sur la première partie en ayant conscience que vous avez une rep max thruster à faire dans les 5 minutes juste après votre AMRAP de 15 minutes. Ayez ça en tête. Ça, franchement, on est au CrossFit, hein. On n'en a rien à foutre, excusez-moi du mot, mais que vous fassiez une rep thruster de fou, si vous si vous avez le cardio d'un escargot sur la première partie. On sera à l'haltérophilie, je dis pas, on dirait, ouais, trop bien, le thruster, vous avez fait une rep de fou, 160, 170, c'est énorme. Mais nous, au CrossFit, ce qu'on aime, c'est des athlètes complets, des athlètes qui sont capables d'aller cardio et force. Donc, moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant d'essayer de faire la meilleure performance sur les deux, mais tout en ayant conscience, oui, tu as besoin peut-être de pas aller all out sur la première partie de 15 minutes parce que tu as une rep max thruster à faire juste après. Donc, c'est peut-être être un peu conservateur, comme on l'a vu hier, Patrick Vellner et Roman Krenikov, ils en avaient un peu sous le pied. C'est pas parce qu'ils vont au sol quand c'est fini ou quoi qu'ils sont morts, hein, parce que vous voyez direct, Roman il s'arrête, il va au sol, mais ils vont au sol pour mettre leurs chaussures d'haltéro, c'est tout. C'est les mecs, et s'ils se seraient donnés à 100% pour avoir déjà vu Roman faire du all-out, il serait au sol, par terre, et ça se réveillerait plus pendant 2-3 minutes, et ensuite ça se relèverait. Donc moi je dirais simplement ça, essayez de jouer avec vos forces, vos faiblesses, mais gardez en tête qu'on fait du crossfit, et que le but c'est quand même d'être le plus complet possible. En tout cas, après c'est que mon point de vue là-dessus, mais je sais qu'il y en a qui ont des points de vue différents. Vas-y, Tib. Non, j'avais posé une question à Will en fait. Donc là, en fait, sur le workout, j'ai deux questions plutôt. La première, c'est qu'est-ce que tu penses pour à peu près différents types d'athlètes ou de niveaux d'athlètes, qu'est-ce que tu penses de leur stratégie? Est-ce qu'ils doivent pousser sur les shuttle runs? Est-ce qu'ils doivent trouver un pace sur les burpee pull-up? Comment ils doivent gérer ça? C'est la question 1. Et la question 2, c'est à quel poids tu penses, à quel pourcentage de ton max tu penses qu'il faut ouvrir pour le thruster après? Bon, je vais essayer de répondre déjà dans l'ordre. Déjà, dans un premier temps, je dirais, c'est ce qu'on a dit avec Julian au début, et même ce qu'on a tous dit. Prenez du temps au début pour travailler votre efficience de mouvement sur le burpee pull-up et sur les shuttle runs. Travaillez votre reprise d'appui, soyez efficace, ne vous challengez pas trop sur le run, les 5 mètres de run qui est au milieu du shuttle. C'est bête, inefficace. Et les athlètes qui vont gagner du temps sur cette partie sont les athlètes comme Roman ou Vellner. Mais c'est tout. Ensuite, pour Mims, elle en a parlé hier, pour les burpee pull-up, mettez votre ego de côté. Si vous savez qu'au bout d'un moment, ce petit jump avec demi-traction stricte, vous n'allez pas y arriver, n'ayez pas honte de faire du keeping. Ça peut être un keeping sale, entre guillemets, c'est-à-dire comme l'a dit Mims hier, on envoie légèrement un petit keep de genou pour s'alléger et faire terminer sa rep, ou ça peut être vraiment un vrai keeping, c'est-à-dire on saute, et ben on retend les bras, on arme son keeping, on fait son keeping, on passe le menton au-dessus de la barre et ça fait une rep. Mettez votre ego de côté, ne vous cramez pas si vous n'avez pas le niveau à l'instant T, ce sera peut-être pas vrai l'an prochain, mais en voulant faire directement comme ils l'ont fait hier, des jumps avec des tractions strictes directes. Parce que comme hier soir, je rentrais les conseils pour les WIS athlètes et je leur ai mis direct, essayez de trouver le juste milieu entre est-ce que je saute haut pour diminuer la distance que j'aurai à faire pour mon pull-up ou est-ce que je saute moins haut pour reposer mes jambes parce que ça va vous cramer si vous sautez trop haut. Et par contre, je viens sacrifier entre guillemets mon haut du corps, mais tout en sachant que vous en aurez besoin pour le thruster parce qu'au bout d'un moment,
Est-ce Notre que, corps, je t'interromps, mais est-ce que tu penses qu'on peut commencer en sautant haut, limite en pull-up strict, en utilisant vraiment le saut sur les 2 premiers rounds, peut-être, pour gagner un peu de temps, parce que ce qui est pris est plus à ouais, prendre. Il y a Jean-Mi qui m'a exactement. appris ça. T'as- Et ensuite, passer sur du keeping. Ouais, en fait, au début, tu as toujours une énergie supplémentaire qu'il faut que tu prennes au début. C'est pour ça que tous les athlètes partent un peu plus vite. Celle-là, cette énergie, tu la prends parce que si tu la prends pas, elle est perdue et tu ne l'auras pas. Mais après, c'est important de ne pas s'emballer. Donc, comme l'a dit Julian, peut-être partir sur un burpee pull-up qui vous semble facile au début quand vous êtes frais. Donc, c'est faire comme ils ont fait hier. Et par contre, il faut switcher sur un keeping de genou ou un vrai keeping avant que vous ayez à switcher. C'est-à-dire que c'est pas le workout qui doit vous l'imposer, ou votre corps, votre sensation de fatigue. Au bout d'un moment, dire ah, je peux plus, j'arrive, et vous allez à l'échec sur votre burpee pull-up et vous vous dites ok, je passe sur le keeping. Bah non, là c'est trop tard, tu as franchi la ligne de non-retour et tu vas vivre un sale moment, et là va falloir que tu assumes jusqu'au bout. Parce que si il te reste 10 minutes de workout, bon bah ferme les yeux, brûle un cierge et bon courage. Mais il faut mettre son ego de côté et pas avoir peur à switcher avant que vous atteigniez cette limite, parce que ça peut faire toute la différence. Et pour revenir à ces shuttle runs, moi je dirais même de l'utiliser comme un mouvement de recovery, c'est-à-dire que c'est les shuttle runs qui doivent conditionner la vitesse de votre WOD. Donc, admettons, les burpee pull-up, il faut que quand vous y arriviez, que vous gardiez quasiment tout le temps le même pace. Hier, ils l'ont bien fait, ils ont gardé tout le temps le même pace, ça n'a pas trop ralenti au niveau des burpee pull-up. N'ayez pas peur de faire un step-up, hein. Il n'y a pas de honte, les deux pieds en même temps, pour moi c'est complètement bête. Faites un step-up, envoyez un pied devant l'autre, sautez bien en dessous de la barre, c'est ce que dit Julian au niveau de la motricité et tout, là, il y a du timing à avoir. Et ensuite, gardez le même pace. Et ce qui est très important, c'est que quand vous arrivez des shuttles, mettez-vous direct au sol. Ne vous retenez pas avec les mains, récupérez pas une fois, mettez-vous au sol, laissez-vous tomber. Le burpees, il y a une phase où on se laisse tomber, on se retient pas avec les bras. Si vous retenez avec les bras, sur 20 reps, ça va pas vous poser problème, mais quand il y en a 100, au bout d'un moment, vous verrez que l'énergie que vous dépensez en retenant un peu la descente, eh ben, ça va vous cramer. Et adaptez votre vitesse au shuttle run pour pouvoir avoir ce rythme constant et régulier au burpees. C'est-à-dire que si vous sentez que vous avez besoin de récupérer, pacez et adaptez et contrôlez surtout ce rythme pendant les shuttle runs. C'est à vous de vous connaître, et c'est à vous aussi également d'être intelligent sur votre effort. C'est encore une fois, ça rejoint ce que je disais dans le premier podcast sur le 23 points, c'est l'exécution. C'est-à-dire que vous avez beau avoir un niveau de fitness, s'il n'y a pas l'exécution qui est optimale, vous n'arriverez pas à faire votre performance maximisée, optimisée pour faire la performance qui vous est due sur ce workout. Donc n'ayez pas peur de temporiser ces shuttle runs pour ensuite pouvoir avoir des transitions rapides sans récupération et tout le temps le même rythme au burpee pull-up. Et ça, vous verrez que ça va vous permettre de faire une performance qui est vraiment pas mal, parce qu'au début, voilà, il y a Julian qui met le WOD, mais 5 burpee pull-up, là, c'est finger in the nose. 10 shuttle run, pareil, vous allez vite revenir au burpee pull-up. Mais à la fin, quand vous arrivez à 20, 25, 30 burpee pull-up, vous verrez qu'au bout d'un moment, ça pose des problèmes. Et on l'a bien vu hier, les shuttle run, c'est direct le mouvement qu'ils ont ralenti, mais ils n'ont pas ralenti au burpee pull-up. Mims, elle l'a repéré direct pendant le WOD hier. Elle a dit, oh, ça commence à marquer le pas sur les shuttle runs. On voyait Roman et Patrick marquer une petite pause au niveau de la reprise d'appui. Eh ben, n'ayez pas peur de faire ça, parce que c'est cette reprise d'appui qui va vous cramer les jambes. Donc, si vous sentez que vous avez besoin de vous calmer, prenez du temps sur cette reprise d'appui, soyez moins explosif, dépensez moins d'énergie. Partez du principe que vous avez un gros réservoir rempli d'énergie, et c'est à vous, comme en Formule 1 pour ceux qui suivent, vous devez arriver, comme on dit, avec 1 litre à la fin de votre course, et c'est à vous de manager votre effort pour avoir toujours ce litre d'essence à la fin et pas en dépenser trop. Et donc voilà. La En tout première cas, filière dont tu parlais, en vrai, où tu as de l'énergie et là où tu peux utiliser strict pull-up, c'est que sur le round 1, par exemple. ouais. Et après, sur le round 2, vous commencez à adapter de petit keep. Voilà. Ouais, J'étais en train de calculer d'ailleurs, et rien que pour faire les 2 premiers rounds, mais avec la vitesse de Patrick et Roman, comme tu dis, ça fait qu'ils ont passé 3 minutes et quelques sur les 2 premiers rounds. Donc c'est quand même déjà un temps conséquent. Donc les athlètes donc plus mortels comme nous, enfin pas comme toi Will, mais comme nous le reste sur l'appel, on va sûrement mettre plus 4 minutes et quelques sur les 2 premiers tours. Donc c'est quand même un long temps, quoi. Donc je pense qu'il y a moyen de tenter quand même sur les 15 premiers burpee pull-up un peu de strict, ou alors au moins sur les 5 premiers de chaque tour. Et à partir du round 3, là on commence à rentrer dans quelque chose de très long. Vite mettre son ego de côté. Faut vite mettre son ego de côté avant d'être imposé par le WOD. C'est ça, si vous êtes imposé par le WOD de le faire, c'est trop tard. Et il faut vraiment arriver à avoir cette intelligence d'effort qui vous permet de switcher avant.
C'est primordial parce que c'est ça qui va conditionner votre WOD. Et encore une fois, il n'y a pas une seule voie pour arriver à la performance de Roman et Patrick. Ils ont fait cette performance de cette façon. Bon, il y a l'adrénaline de l'annoncement, du coup, automatiquement, tu pars comme un abruti. Mais les mecs, direct, après, ça s'est temporisé. Vous avez tous des points forts et des points faibles. Et avec ces points forts et des points faibles, vous allez pouvoir vous construire une performance. Et vous allez peut-être construire une performance qu'une autre personne va arriver à cette même performance, mais pas de la même façon. Mais donc, c'est important de jouer avec vos points forts, vos points faibles, et pas de vous laisser embarquer par toutes les analyses statistiques que vous allez voir sur les athlètes des Games. Parce que si vous vous calquez dessus, vous allez vous calquer sur une stratégie qui n'est pas la bonne pour vous, pour votre condition physique. Et ce ne sera pas votre exécution optimale. C'est à vous de trouver votre exécution optimale avec vos points forts, vos points faibles, et également en fonction de votre forme du moment. Donc voilà, c'est ce que je répète, je rabâche tout le temps ça aux athlètes, mais ça marche pour tous les workouts, quoi. Et si vous avez déjà fait G.I. Jane, par exemple, sans burpee pull-up, ben, vous comprenez tout de suite que le keep, ou le petit semblant de keep, il arrive assez tôt en vrai. Et il est vers les 15e de rep, on commence déjà à tricher avec les jambes, et donc il faut y aller, hein, allez-y. Hein. Donc ce qu'on veut dire par keep, et c'est ce que disait Willy juste avant, c'est on minimise le saut, on attrape la barre et on rentre tout de suite dans un keep le plus efficient possible pour économiser le haut du corps. Alors, en vrai, je suis pas forcément un grand keep parce qu'il peut faire perdre du temps, mais une aide des jambes qui va permettre de pouvoir gagner de la hauteur sans pouvoir trop se flinguer quand même sur le shuttle run après. Je pense que c'est vraiment dépendant du niveau de la personne. Là, Ouais. Rien que sur l'appel, bon, on a Will, bien évidemment. Mais même entre nous trois, on a 3 niveaux différents aussi. Et je pense qu'on n'a pas tous la même capacité à encaisser ces burpee pull-up. Mais à un niveau, au niveau le plus inférieur, je dirais, il n'y a aucune honte de, dès son premier burpee pull-up, faire un vrai beau keeping. Si jamais c'est ça qui te permet d'avoir la même vitesse de ton premier burpee pull-up à ton 50e, je pense que si tu fais le compte à la fin, en fait, t'es vachement gagnant. Parce que, qui sait, si jamais tu fais pas ça dès le premier avec un énorme keep où tu passes la tête devant, tu reviens, etc. Oui, tu perds du temps. Oui. Mais par contre, si à la 50e, t'es toujours aussi rapide, je pense que si tu fais le compte et si tu fais des maths comme Julian l'a fait, je pense que tu gagnes à la fin et que tu deviens rentable. T'as vu hier les 2 personnes qui l'ont fait, du coup, la dame de 55 ans et le garçon, je sais pas quelle catégorie il avait. Joël and Kathleen. Et ben eux, ils ont adapté tout de suite un grand keep et en fait, ça a bien fonctionné, quoi. Et en vrai, il vaut mieux parce qu'il y a quand même un gros volume de pull-up. Et l'idée, c'est pas non plus de vous détruire sur ce WOD si vous avez un niveau où vous commencez à maîtriser les pull-up. C'est aussi pour ça que si on regarde le scale et les fondations, il n'y a pas de pull-up. Parce que sinon, ça créerait un stress qui est inutile à ce niveau-là. Oui. Et le stimulus de l'entraînement, ouais. c'est de garder pendant 15 minutes, exactement comme on fait Patrick et Roman, un rythme constant qu'on est capable de tenir. C'est vraiment Oui. c'est l'objectif du WOD en fait. C'est pour ça qu'il a été testé. C'est un test de moteur sur la vitesse et la ténacité et l'endurance musculaire. Et sur le thruster, pour le coup... C'est vrai qu'on n'a pas parlé du thruster encore. Moi, je tenterai hier, on a vu sur le thruster, ils n'ont pas fait une grosse barre. Vraiment, la première barre de Krinikov, elle était à 115... 50 60 kilos 60 et quelques. 60 kilos, 50... Ouais, c'est ça. Du coup, en vrai, voilà. Faut rester tranquille sur la première barre, histoire de regagner le schéma moteur. En fait, c'est même pas de pouvoir vraiment se stimuler en force, regagner le schéma moteur et après se mettre en jambe pour Les récupérer, prenez-les comme d'une récupération active, un peu pour envoyer du sang un peu dans les cuisses, parce qu'au bout d'un moment, vos cuisses, elles auront chargé avec les burpees et les shuttle runs. Donc, je suis pas très fan de la technique de Vellner. Après, Vellner, le connaissant, il a dû dire un truc du style il y a du monde et tout, franchement, je m'en fous, j'ai pas envie de faire beaucoup Ça de... passe. Parce que Patrick, c'est quelqu'un de très très marrant et il aime bien se donner cette image du mec feignant, mais feignant très performant qui veut moins en faire pour faire mieux. Donc je pense qu'il a dû se dire ça. Et Roman, il est dans l'optique de faire la meilleure performance possible. Il savait qu'il avait un peu de marge sur ce mouvement, je pense, comparé à Patrick. Et voilà, je pense une barre à 60, c'est pas mal. Moi, en tout cas, c'est ce que je ferais. Faire une barre à 60 ou peut-être même 80 la première, parce qu'entre 60 et 80, il n'y a pas de grosse différence pour nous, les athlètes qui ont Excusez-moi. Voilà, non mais après je me suis rendu compte de ma connerie, parce que je me suis dit que vous y allez me clasher encore. Et 80, et ensuite, ça dépend de vous, vos capacités, de votre confiance. Si vous êtes le genre d'athlète à l'entraînement à faire tout le temps des augmentations de poids de 2-3 kilos, bonne chance. Parce que vous allez avoir besoin de faire des gros jumps. Et donc, comme je dis toujours, vous vous entraînez comme vous compétitionnez, comme ils diraient les Canadiens. Donc, au bout d'un moment, il faut avoir l'habitude de ces gros jumps de poids.
Et ça passe par la tête, hein, automatiquement. C'est de la confiance en soi, de l'exécution. C'est pas des choses qu'on apprend comme ça. Ça se met en place progressivement. Et puis surtout, assurer des barres. Ça sert à rien franchement, de vous enflammer à vouloir faire direct des grosses barres si c'est pour failer. Assurez des barres, soyez intelligent et quand vous terminez le workout, levez-vous. Alors, mettez-vous un rappel, dites à votre juge à 15-30, c'est-à-dire ça vous laisse 30 secondes où vous pouvez vous apitoyer sur votre sort, vous roulez au sol, bouger les jambes, mais à 15-30, votre juge vous dit lève-toi. Ça peut vraiment vous aider. Si vous restez au sol, ça va être pire. Levez-vous, bougez, marchez, ou même moi je vous conseille, quand le WOD est terminé, mettez-vous accroupi et ensuite vous vous relevez, vous marchez un petit peu et vous passez direct à autre chose. Vous récupérez à la fin, pas au milieu, comme il dirait Kobe Bryant pour les fans de basket. Mais voilà, c'est très important, c'est des petits détails, mais qui peuvent conditionner votre perf. Du coup, toi, Will, donc, si tu dis que tu ouvres à 60 ou 80, on connaît pas ton... On connaît pas Je le connais pas non plus. ton max thruster, je sais, c'est pour ça que je dis ça, mais si tu devais conseiller un pourcentage ou une fourchette de pourcentage à ouvrir, donc ce qui pour toi est vachement bas là entre guillemets, tu dirais d'ouvrir à quoi, à 50% de ton front squat, tu vois? Moi je dirais 50% maximum de ton 1RM clean and jerk. 50%, ok. Ça c'est De hyper ton intéressant, RM ça peut clean and nous... jerk. Je dirais de se peut baser nous aider. sur ton RM clean and jerk parce que généralement au thruster ou même au push press quoi, moi j'ai plus l'habitude de me baser par rapport au 1RM clean and jerk. Simplement parce que voilà, en haltéro ils le font aussi pas mal. Après ça dépend pareil encore une fois de tout le monde, mais je dirais simplement de moins de 50% de ton RM clean and jerk. Ça sera très bien. Moi, par exemple, ça me ferait du 85 grand maximum. Et voilà, c'est très bien, tu vois. Ça te permet de te mettre en confiance. À l'échauffement, ça sert à rien de monter à plus de 60% de votre RM clean and jerk. Je vous dis que ça sert à rien. Au contraire, ça peut vous mettre une pression supplémentaire parce que si vous faites une barre à l'échauffement relativement facilement et que vous arrivez à la fin du workout, que vous faites cette barre mais en galérant, vous allez être là, putain, je suis pas bien. Oh là là, j'ai un truc qui va pas alors qu'à l'échauffement, je l'ai fait trop facilement. Là, je galère, machin. Oh là, je comprends pas. Ça s'appelle la fatigue. Ouais, je vais sûrement arrêter et le refaire demain. Ouais, bah non, je te garantis que t'as pas envie de te taper 15 minutes de shuttle run et une burpee pull-up. Donc, vous mettez pas trop de pression. Faites un gros échauffement de mobilité, comme il a dit Thibaut, parce que mobilité, ça vous permet de bien bouger, de mettre votre technique en place. Et ensuite, voilà, une fois que vous êtes préparé, vous êtes chauffé sur le thruster, et ben voilà, faut envoyer sur le workout. Après, bien sûr, il y a un échauffement spécifique pour le workout du jour qui est important à avoir pour pouvoir avoir la meilleure performance possible. Mais sur le thruster, ça sert à rien de faire 150 000 thrusters à l'échauffement. Ah, c'est intéressant, je trouve, ce que tu dis. Est-ce que toi, Jus ou Mims, c'est quoi, vous allez... Là, en le voyant comme ça et en ayant écouté tout ce qu'il a dit Will, là, sur quoi vous allez partir? Quelle est votre stratégie, à vous, personnelle, là? Vous m'entendez? J'ai eu un souci Ouais. de connexion. Moi, je ferais un truc très léger, pareil. Après, tu vois, si je prends 50% de mon clean and jerk, ça me fait un truc comme 42 kilos. Peut-être que j'essaierais de me dire, je ferais un petit peu moins encore. Je ferais une petite barre à 35 kilos. Ouais, ce que j'ai dit, c'est max, Ouais. je vous conseille à Max, l'ouverture, ouais. max 50%. Après, T'as rien ne vous raison, empêche ouais. de commencer plus bas. Mais Non, c'est un bon je- repère, je pense. Ouais, Pour moi, je pense. tu vois, je me dis, tu me dis ça, donc je prendrais 5 kilos de moins, histoire d'assurer, ou même 40. Et puis après, je ferai ma montée, mais moi, je suis du style d'athlète à monter 5 par 5. Mais... Ouais, mais entre guillemets, moins ton max il est haut, plus c'est cohérent de monter avec des petites. Parce que tes incrémentations, elles vont être proportionnellement pareilles que peut-être les miennes au vu de mon max. Ou même, Oui. par exemple, moi, quand des fois on regarde les haltérophiles, si vous regardez l'achat, celui qui snatch 225 kilos, qui a le record du monde, eh ben, vous le voyez faire les bons au snatch, je vous garantis, Ah oui. ça fait 70. 120 et vous dites ouais, il fait 70 120 au snatch et après ouais, il fait même 120 160 hein. Mais et en fait pour lui c'est simplement rien, c'est comme si moi je faisais un 40 60 au snatch, c'est pareil. Ouais. C'est- Ouais, il faut pas sous-estimer la première partie. En fait, comme tu disais, c'est de la récup. Donc en gros, c'est pas le moment marquant où on va faire une perf. C'est juste de pouvoir récupérer des jambes, refaire circuler le sang dans l'ensemble du corps et de pouvoir avoir le bon schéma moteur qui change par rapport aux deux autres qu'on a vus avant, de faire une barre et se mettre dans le mood, quoi. Et après, d'incrémenter en fonction de son niveau. Ouais, moi, je Toi, commencerai Jules. aussi à 135 ou 60 exactement comme Roman, mais je finirai pas du tout au même endroit.
et avec comme objectif de viser 100 et ensuite d'adapter en fonction des sensations, parce que je suis persuadé que le WOD il impacte beaucoup plus qu'on le pense. Et à mon avis, quand la barre va être au-dessus de la tête, ça va faire tout bizarre. Les Français, rappelez-vous que les Américains, quand ils vont mettre de bleu, ça fera 225, ça fera 102 kilos. Donc si vous voulez passer devant pas mal d'Américains et que vous avez 100 kilos, mettez des 103. pépitos. Mettez 103. Ça peut vous faire gagner des milliers de places sur ce type de workout. C'est pareil pour eux, ça leur fait 93 kilos. Et ensuite, ça leur fait, quand c'est un bleu et un vert, ça fait 84 kilos. Donc, vous, les Français, faites peut-être 85 kilos si vous êtes dans ces eaux-là. Regardez bien parce que ça peut faire d'énormes différences avec les Américains. Et mine de rien, si votre but, c'est faire une bonne perf aux Open et de vous challenger, on aime bien passer devant un maximum de personnes, ces petits réflexes, ça peut vous faire grappiller quelques centaines de places. Et d'ailleurs, petit tips mental pour ceux qui sont un peu plus faibles et qui se font avoir par le poids de la barre. Si vous calez des petits poids à l'intérieur de la barre, vous calez genre 1 kg de chaque côté à l'intérieur, vous avez gratté 2 kilos sans l'avoir vu. C'est vrai. Ça, c'est un bon tips, en vrai. Franchement. Et si tu le vois pas, ça n'existe pas. Donc Exactement, ça se voit pas, ça n'existe pas. Jusqu'à une certaine limite. J'ai du mal des fois avec les trucs pas ronds. Genre, c'est genre 130, 135, 140, mais si tu me dis c'est 132, 136, 137, il y a une petite voix qui vient sur mon épaule qui fait t'es faible mentalement. Arrondi toujours plus haut. En fait, vas-y, excuse-moi. Non, je disais, c'était une connerie. Je disais, quand tu fais 137, il y a la petite voix, elle me dira si tu es capable de faire 137, c'est que tu peux faire 140. Mais c'est cette petite voix, des fois, il faut la shut down. Ce que je pense aussi tout à l'heure, on parlait un peu de rentabilité de score, mais en vrai, si on veut être complètement transparent, je pense que le thruster et quelques kilos de plus, comme tu dis, Will, va être beaucoup plus rentable en termes de leaderboard que un ou deux ou un shuttle run de plus. Parce que déjà, en France, les gens vont être meilleurs forcément sur le shuttle burpee pull-up, parce que traditionnellement, c'est quelque chose qu'on fait plus et on est moins bon en force. Et qu'en force, vous rajoutez 1 kg, vous montez tout de suite 200 places. Donc, si vous aviez un truc à sacrifier, si vous voulez vous reposer un peu plus, ralentir un chouïa le rythme dans le dernier tour pour peut-être faire mieux sur le thruster, ou juste diminuer un peu votre rythme sur le premier WOD pour faire un meilleur score sur les deux, c'est ça qu'il faudra faire, je pense. Maintenant, c'est ce que j'allais dire, Will, c'est pas forcément idéal. J'allais dire, je pense, c'est peut-être pas de ralentir, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que je pense que voir qu'il reste 30 secondes au chrono, mettre un sprint sur des burpee pull-up, à se jeter au sol et à accélérer, alors que juste derrière, il faut réenchaîner, je suis pas sûr que ce soit le meilleur move, ouais. Et ceux qui sortent une balance pour peser les bloqueurs, sachez qu'on va venir chez vous et on va s'occuper de vous. Et vous n'aurez pas de cadeau à Noël. C'est marqué sur la fiche de standard, c'est marqué que les collards ne sont pas pris en compte dans le poids, peu importe le collard. Ah putain, ça c'est... Comme dit Jean-Mich, ça rajoute du poids, mais ça compte pas. Lisez encore une fois les standards et moi, le truc que je pense que j'anticipe le plus, c'est de faire un jerk dans le thruster, un thrust jerk. Donc gardez les jambes tendues quand vous allez pousser à la fin. Ça peut même être une petite flexion des genoux, un seul genou qui fléchit légèrement. À partir du moment où vous arrivez à une extension, si l'extension reva entre guillemets vers le bas, c'est une no-rep. Vous devez constamment avoir l'extension qui augmente. La rep de Vellner, elle était, par exemple, pour moi, elle était litigieuse en fait. Si on regarde vraiment sa rep, il doit refaire le workout parce que justement son thruster, pour moi, il est pas valide. Je suis désolé. Il est pas valide, mais encore, j'ai trouvé qu'ils étaient relativement propres parce que là, je peux vous garantir que là, ce qu'on va voir, tout le monde parle de thruster, mais moi, je vois simplement un squat clean, début de presse et bench press. Là, parce qu'il va y avoir des reps, là, ça va être en bench press à la fin, ça se cambre bien fort. Et moi y compris, je dis. Mais ça va être, je pense que ça va être pas mal. Un petit peu de pontage, ça fait pas de mal. Léger. Ouais. Et moi je ferais un truc. Vas-y, excuse-moi, Tim. Non, vas-y, finis, parce que ça n'a aucun rapport. Un dernier truc de chiffres par rapport à la stratégie, mais je disais tout à l'heure, ils ont fait 5 secondes en moyenne par rep. Un truc qui pourrait être intéressant pour nous, mortels, ça serait à l'échauffement, de se chronométrer un petit peu sur un burpee pull-up et un shuttle run où vous avez un rythme que vous pourrez soutenir sur 15 minutes, donc il faut se projeter un petit peu, et peut-être ajouter une petite seconde au temps que vous prenez, et ensuite garder ce rythme à travers tout le WOD. Et donc vous pouvez calculer le nombre de secondes que vous allez prendre par tour, et avoir des petits benchmarks. Par exemple, à la fin du 3e tour, être à peu près à 4 minutes. Et voilà, et garder ce rythme pour savoir à peu près comment vous êtes. Et si vous vous sentez bien, à partir de 8-9 minutes, vous accélérez un chouïa.
Mais au début, il vaut mieux commencer, même si sur les 2 premiers tours, on peut prendre ce qui est plus à prendre après. À partir du 3e tour, il faut reprendre ce rythme, se caler et ensuite accélérer si jamais on a beaucoup de jus. Voilà, c'était, Moi, j'avais une question, Will, qui est de pure curiosité. À ton avis, quel score peut viser en top niveau là? C'est quoi les meilleurs scores qui vont tomber en max thruster et en max de rep après avoir vu Krenikov et Vellner? Pour moi, Vellner et Krenikov, ils étaient conservateurs dans leur effort hier. Ils sont partis un peu fort avec l'excitation de l'annoncement, comme tout le monde. Et ensuite, ils ont vraiment été conservateurs parce qu'ils se doutaient qu'il y avait, fallait assurer sur leur RM thruster en direct devant des milliers de personnes. Mais je pense qu'honnêtement, il y a des personnes qui vont faire mieux. Ça, c'est un workout où même, honnêtement, un adhérent lambda qui a des grosses capacités cardiovasculaires, qui est peut-être un background de cardio un peu incroyable, il peut faire un très très gros score mondial. C'est pour ça, généralement, ils aiment bien le coupler ce type de WOD avec un WOD force où ça vient, on vient rappeler, mettre un petit taquet derrière la tête en disant oh, on fait du crossfit, faut être aussi fort, faut être bon partout. Et donc c'est pas mal, mais je pense qu'il y aura des scores meilleurs que ceux de Patrick Vellner et Roman. Mais dans les Games athlètes, ça fera partie des top scores qu'ils ont fait. Hein. Parce que Roman, voilà, c'est un mutant là-dessus. Je pense que tu mets le workout là en finale des Games Il pour est Roman. imbattable. Là, je te garantis, il fait un nombre de reps en plus qui est incroyable et tu croises son regard, tu vas t'enfermer chez toi et t'appelles ton alarme pour te protéger, quoi. Mais je pense vraiment qu'ils ont été conservateurs et qu'il y aura des meilleurs scores. Et pareil pour les thrusters, je pense qu'il y aura des haltérophiles un peu américains ou même les Canadiens, ils sont très forts, et les Américains d'ailleurs, et même les autres, hein, où ça va faire des gros thrusters, 140, 150, voire même peut-être plus, hein, des haltérophiles. Donc ça va être marrant. Du coup, ils seront le tour numéro 7, je pense, infinissable, mais ils seront bien avancés dans les burpee pull-up du tour 7, peut-être certains. Peut-être qu'ils arriveront dans le shuttle run, quoi, c'est ça. Ouais, franchement, on peut être surpris. Hein. C'est ça qui est beau aussi. Des fois, tu as souvent des personnes avec des grosses capacités cardiovasculaires sur ce type de WOD. Ils peuvent nous surprendre, mine de rien. Quand on a de la masse, automatiquement, il faut la bouger hein, sur 15 minutes et sur des shuttles et des burpees. Et c'est compliqué de faire la différence là-dessus. Donc, ça sera intéressant. Ce sera beau à voir. Il y en a qui vont se mettre mal, hein, c'est sûr. Ah tu m'étonnes. Après, pour l'instant, le top score, c'est un truc dans ce style-là. Je crois qu'il y a un petit peu mieux que Roman maintenant sur le leaderboard, à voir si c'est les vrais scores. Il y a aussi 315 pounds au thruster, donc forcément, ça peut être quelqu'un qui est très très fort et qui est 143 kilos. Ça commence à être pas mal. C'est et violent, chez les ça. femmes, il y a un score de 157 reps, donc dans le 6e tour. Et il y a un thruster, il y a des thrusters aux alentours de 84, 85, 90 kilos pour les meilleures femmes. Donc ça aussi, c'est solide. Donc voilà un peu ce que vous pouvez vous attendre à voir pour les meilleurs perfs. Bon, et Roman vs Vellner, c'était quand même cool. Ouais, c'était super cool à voir. Ouais, c'était Franchement, cool. c'est deux super athlètes, avec un peu le même physique en plus, entre guillemets, c'est deux grands athlètes. Donc, trop cool. Et puis, il y avait je pense, Vellner, il voulait un peu sa revanche du premier workout qu'il n'a pas réussi à choper. Et Roman, il a voulu montrer que c'était le patron vraiment sur les deux workouts. Franchement, il m'a impressionné. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que Roman, il s'est pas laissé leurrer par le faux rythme de Vellner au départ sur les shuttles. Il l'a pas suivi, même il s'est pris la moitié d'un shuttle à chaque fois en avance. Vellner était en avance, mais il s'est pas du tout laissé démonter. Il a continué son rythme et après, il l'a dévissé sur la fin, quoi. Comme m'a dit Willy en off hier, il avait gardé l'étoile de Mario. Roman. Ah oui. Ouais, ça se voyait D'un trop. coup, il l'a utilisé. Ah ouais. Là, c'était cool. on l'a vu, il n'avait pas appuyé sur L, il l'avait gardé en haut à droite de son écran et il savait qu'il pouvait à tout moment appuyer. Et encore, je pense même qu'il a juste appuyé sur le champi, il n'a pas utilisé l'étoile. Et Pour les si connaisseurs. on parle du 23.3, parce que là, on a déjà plein de trucs à mettre en place pour le 23.2. Le 23.3, on aura Mallory O'Brien vs Daniel Brandon. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il pourrait y avoir un peu de gymnastique, du coup, puisque Alors, Daniel pronostic, Brandon, c'est quoi le WOD? Maintenant qu'on a fait un WOD en 20 minutes, parce que là, c'est quand même 20 minutes, et le premier, il a duré combien? J'ai déjà oublié, 14 minutes. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir avoir au dernier? quelque chose de plus court. En général, je sais pas, je sais pas. Maintenant qu'on a eu Overhead un squat. thruster rep load, on n'aura pas de thruster au dernier WOD de Non. l'Open avec une Ça, c'est charge bien. modérée. Moi, je vois une explosion d'épaule. Un truc où on Ouais, se fume les handstand épaules push-up. avec double under handstand push-up.
Thruster, Et un double under, truc. handstand push-up. Thruster, je C'est- sais pas si on va en répéter. C'est rare hein, que Snatch. dans les watts de Pas l'open, thruster, tu vois une overhead squat. interférence. Overhead Ouais. squat. Oh, ça c'est intéressant. Overhead J'ai dit squat, thruster, mais double je under, pense- handstand push-up. Il y a Overhead un squat kettlebell, léger. hein. Ouais. Dans le matos à avoir, il y a un Ouais, mais kettlebell ça, c'est qu'on n'a pas Bosman. encore utilisé. Ouais, ça c'est Bosman. C'était son matos à lui pour ses workouts là. Il l'a mis au hasard, il s'est trompé. Il a rempli. Il a dit putain merde, le con, j'ai mis le kettlebell dans la liste. Ouais, laisse-le, boss, t'inquiète. Un Ils sont kettlebell pas snatch, T'inquiète, ça va en vendre. Donc Non, en vrai, un triplet, c'est presque sûr. triplé, ouais. Et maintenant, on a plein de mouvements, quoi. C'est ça qui va être intéressant. On a fait Overhead déjà une squat, charge lourde. HSPU ou wall walk et double under. Allez, Fini. vas-y, moi aussi je suis chaud là-dessus. Moi. Kettlebell snatch, handstand push-up et quelque chose Et d'autre. tu vois, j'aurais bien tendance à penser qu'il peut utiliser ce kettlebell qu'il a mis dans la liste du matos, mais je me dis que c'est quand même, ce serait, tu sais, s'il y a des box, ils en ont pas. Donc, mais c'est toujours pareil, jusqu'au jour où ils introduisent un mouvement, bah voilà, toutes les box en ont. Donc ça peut être aussi l'occasion de dire aux box, bon bah achetez des kettles. Il y a Rock C'est qui un basique, propose quand même. une promotion. Dans la prépa physique, si t'as pas de kettlebell chez toi, c'est quand même un peu. Ouais, ça je suis d'accord. Ouais. Même si t'as jamais fait de mouvement kettlebell, c'est que t'as un problème. Parce qu'au bout d'un moment, ne serait-ce que des swings ou des KB snatch, c'est déjà tombé plein de fois aux regionals, aux games, une multitude de fois. Et l'année et dernière, Roger- hein. Ouais. Il y en avait eu aussi, hein, donc je pense que. Voilà. Et pour revenir à ta question, Jus, si ça nous plaît, Mallory O'Brien, Brandon, moi j'ai trop hâte de voir Mallory O'Brien qui est en off-season complet, mais qui par contre est incapable de pas se mettre minable sur un workout. Elle a beaucoup trop d'ego pour perdre ou potentiellement pas éclater l'autre en face. Donc je pense qu'elle va vouloir prouver à tout le monde que cette année, ouais, il faut compter sur elle et que la perf de Laura Horvat aux 23 points, elle est belle, mais que c'est pas à son niveau. Et Brandon aussi, ce qui n'est pas quelqu'un qui va se ménager, je pense, en Non. vrai. Mais elles s'aiment bien les deux. Elles se connaissent pas trop. Elles se connaissent quasiment pas. Elles se sont entraînées 3 jours ensemble l'année dernière chez Fraser. Il y a Daline Pepper et Daniel Brandon qui sont venus. C'était assez courtois, mais enfin, O'Brien, c'est comme Fraser. Hein. C'est-à-dire qu'elle se serre la main, mais elle est très pote avec tous les garçons, parce que de toute façon, ils font pas la compète ensemble. Par contre, toutes les filles, elle donne aucune info, elle est copine, mais vite fait comme ça. Voilà. Par contre, c'est comme Fraser, honnêtement, c'est la même chose. Quand il était en compétition, il était super sympa, mais par contre, fallait pas lui poser une question sur comment il s'entraîne. Et après, une fois qu'il a pris sa retraite, c'était allez-y, appelez-moi, je vous donne tous les tips, quoi. Intéressant. Du coup, on vote qui? O'Brien? Oh, O'Brien. Toi, t'es un peu. Moi, je suis biaisé, c'est une athlète à nous, mais aussi parce que je la connais. Et Ouais. honnêtement, je pense je pense que peu Ouais. importe le workout qui est en face d'elle, elle va gagner. O'Brien, elle va la défracter. Elle est vraiment au-dessus, je pense. C'est Ouais, c'est mentalement, juste elle une est question. Bah, même pas mentalement, là, c'est juste une question. pour C'est moi. une suite logique de son niveau. Elle est sur des rails, sur une pente ascendante. Elle est pleine de confiance. Elle est en forme. Franchement, là, c'est comme si tu avais un bulldozer qui arrivait lancé. Qu'est-ce que tu fais? Bah, tu peux simplement te le prendre dans la tête. Là. C'est pareil. Pour moi, mentalement, elle est dans les meilleures conditions avec déjà dans son accompagnement et la confiance qu'elle prend dans les entraînements, son podium aux Games et tout. Je pense que elle va la défoncer. La pauvre Ouais, Danielle. ça n'empêche pas que Danielle Brandon, Danielle Brandon, pardon, c'est une athlète de fou. Mais c'est juste Elle est que forte, là, hein. on c'est- parle d'une Mallory O'Brien qui est, qui est en lice pour être la championne de cette année, quoi. Donc c'est quand même, là, pour moi, en étant respectueux pour les deux, bah, il y a Mallory O'Brien joue dans une autre division, tout simplement. Et je pense aussi, ouais. Bon, bah, Et, c'est très intéressant tout ça. Celle Vas-y, sur Mimi. qui il faut garder vraiment l'œil pour moi chez les femmes, c'est Emma Cary. Parce qu'on ne l'a pas vue l'année dernière aux Games, donc on a l'impression qu'on la supprime du collimateur, etc. Mais je pense que. Emma ça peut Lawson être aussi, intéressant. Emma Lawson aussi, ouais, j'allais dire. Je pense que Emma Lawson, Laura et Emma O'Brien, ça va être le trio d'enfer. Mais par contre, Emma Cary, elle peut se mêler à la lutte sur des workouts. Ouais. Elle est capable de gagner 2 workouts ce game cette année. Et c'est ça qui va être. Mais c'est ça qui va être trop cool. Hein. Dès qu'il n'y a plus Tia, il n'y a plus Caraway, il n'y a plus Christy Rameau. Il y a tellement de monde qui s'est enlevé cette année, qui a pris sa retraite ou qui sont enceintes. Et ça va être hyper ouvert. Je pense que c'est l'année pour aller choper le titre, quoi. Ouais, on redistribue les cartes, quoi. Ça va être cool à regarder. Ça va être cool. Bon, vous avez compris que la semaine prochaine, il faudra bien faire le protocole GoWall. Il y en a un pour cette semaine, mais la semaine prochaine, avec les handstand push-up qui vont vous tomber dessus. Qui Et les vont vous overhead tomber squats. dessus, en plus de mon poids de corps. Et les overhead squats qui vont vous tomber dessus aussi.
eh ben, il faudra bien ménager ses épaules. Alors faites Et- attention. Mais Et, si c'est pas les mouvements là qui tombent, c'est simplement parce que pour que les gens sachent quand même, c'est Bosman il nous écoute souvent et du coup il aura entendu qu'on a annoncé le workout une semaine avant, donc il aura sûrement changé. Donc si c'est pas le workout, c'est qu'il a écouté le podcast. Exactement. Ouais, c'est pour ça que chaque semaine on a faux en général parce que voilà, il évite un peu quoi. Souvent il nous envoie après que tu aies publié le podcast, tu m'as dit Jules, t'as reçu un message, oh tu fais chier, Jules a annoncé le workout, je suis obligé faut de tout le refaire. changer. Ouais, il me le dit avec Ouais. un accent américain, mais je vais pas le faire là, mais ouais, c'est exactement ça. Tu fais chier. Tu fais chier Julian. Et ouais, ben, retrouvez quand même le protocole GoWood pour le 23.2. En plus, maintenant, j'ai vu qu'il y avait une annonce 30 jours offerts. Vas-y, type. Il y a 30 jours d'essai gratuit pendant tout l'Open. Là, profitez. Vous avez GoWood du coup qui est totalement gratuit pendant tout l'Open. Et si jamais eh bien, vous vous inscrivez, on va dire aujourd'hui, donc vendredi 24 février, eh bien, ça va courir pendant 30 jours. Vous n'aurez pas à payer. Vous pouvez tout essayer. Vous pouvez améliorer votre score en moyenne de 6% en un mois. Et vous verrez que votre fitness en général, il va monter. Vos barres, elles vont monter. Voilà, donc si vous avez jamais essayé, essayez et vous serez convaincu, j'en suis sûr. Eh ben, Et merci. puis vous serez plus dans votre box à attendre le workout en sachant pas quoi faire, en prenant un foam roller et en vous asseyant dessus avec l'élastique posé devant vous. Et ben là vous saurez à quoi sert un foam roller et également ça va vous instruire au niveau des mouvements à réaliser. Ça peut être pas mal, ce sera cool. Non, franchement, Petite dédicace ça- à certaines personnes que je vois. ça vous change la journée déjà de une. Et surtout, ça vous change à long terme, au fur et à mesure, après 2-3 semaines, vous sentez tout de suite les conséquences, enfin les bénéfices plutôt sur les WOD et les mouvements. Franchement, faites-le. Je ne suis pas payé pour dire ça, même si j'aimerais bien. On Mais, verra, Julien. Il y a un petit message là. Ouais, parce que là, je vais quand même aller au quart bientôt. Je suis à 1% de mes qualités au quart de finale, donc sache-le. En Allez, plus, allez. ce tapis derrière moi. Hop. En tout Non, cas, faudrait- merci beaucoup. Merci, Oui, t'allais dire merci un à truc vous. important là. Non, Il allait dire non, ça. ouais, super. J'allais dire une petite. J'allais dire, ce sera intéressant d'avoir les scores des autres country managers des autres pays en Europe pour savoir où tu te situes, Julian, vis-à-vis d'eux. Comme ça, Ouais. on pourrait Je vais voir faire- si je notre vais- si notre Je champion vais te il est- faire il est un en tête, classement. quoi. Je vais te faire un classement de tous les country managers, je te l'envoie, Will. Ouais, on met pas Daniel dans le classement hein, parce que là, il y a pas de mérite à ce que tu le battes, Jules. C'est Oh là là, Ah, oh, Bill, semaine oh, prochaine. plat du Et, pied, sécurité. Ce sera pas très dur. Hein. Mais, Allez, c'est parti. désolé si tu nous écoutes. Et bon, en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour le 23.3. Et puis, ben, merci beaucoup pour cette matinée. Et on va aller boire un petit café. Un Merci À beaucoup. toutes. Même plusieurs.